Je m'appelle Margot Vallon et j'ai 28 ans. Vu de l'extérieur, il y a 6 mois, vous auriez probablement pensé que j'avais une vie parfaitement en ordre. J'étais cette femme en pantalon de travail bleu marine et chaussures de sécurité, avec une queue de cheval glissée à l'arrière d'une casquette délavée, debout sur le toit d'un inconnu avec un multimètre dans une main et un bloc-notes dans l'autre. Je suis électricienne en bâtiment depuis des années. J'ai obtenu mon diplôme d'artisan à 22 ans. À 25 ans, j'avais économisé assez pour acheter ma propre petite maison de 3 pièces à Aubagne, dans le sud de la France. Rien de luxueux, mais c'était à moi. Des murs en crépi, une cour en gravier, et des mensualités de prêt immobilier qui me prouvaient que je n'avais pas complètement raté ma vie d'adulte. Je suis issu d'une communauté religieuse ultra-traditionnaliste, née et élevée là-dedans. Ce détail a son importance, car c'est le prisme à travers lequel toute ma famille perçoit le monde. Nous sommes le genre de fidèles de longue date où il y a toujours quelqu'un pour raconter que l'arrière-grand-père connaissait un haut dignitaire de l'église à l'époque. Les repas du dimanche chez mes parents n'étaient pas optionnels. C'étaient des événements familiaux obligatoires déguisés en tradition. En grandissant, il y avait 2 filles Vallon. Il y avait Delphine, ma sœur aînée, et puis il y avait moi. Delphine était l'enfant prodige. Elle cochait absolument toutes les cases de la liste de réussite tacite de notre communauté. Elle avait épousé son amour de lycée, Antoine, avec la grande bénédiction au sanctuaire. 3 enfants au début de la trentaine. Une grande et belle maison à Aix-en-Provence. Antoine avait gravi les échelons pour obtenir un poste de direction dans une entreprise de matériel médical. Une voiture neuve tous les 2 ans. Des photos de famille parfaite où tout le monde portait des tenues aux couleurs assorties. Ils souriaient comme si leur vie sentait en permanence la brioche chaude et le pain frais. Mes parents agissaient comme si Delphine avait personnellement découvert le feu. Chaque repas du dimanche était le Delphine Show. Antoine venait d'avoir une autre promotion. Les garçons lisaient déjà des romans. Aviez-vous entendu parler du projet caritatif que Delphine avait organisé pour la paroisse? J'aurais pu gagner au loto et trouver un remède contre le cancer la même semaine, mon père m'aurait quand même demandé si j'avais vu les résultats trimestriels d'Antoine. Moi, j'étais la fille qui travaillait dans le bâtiment, qui sentait la gaine électrique et le goudron de toiture, et qui se pointait au dîner avec des callosités sur les mains et pas de mari. Ma maison était mignonne, mais temporaire, n'est-ce pas? Mon travail était intéressant, mais pas très féminin. Ma vie. Apparemment, ce n'était qu'un échauffement en attendant que je me marie et que je commence à pondre des petits-enfants. Le plus drôle, c'est que je pensais enfin avoir rattrapé mon retard. Il y a 4 ans, j'ai rencontré Clément Moreau lors d'une réception de mariage. Il venait de Bretagne. Cheveux bruns, sourire facile, le genre de gars capable de parler à toute une table et de donner à chacun l'impression de partager une blague privée. Il ne faisait pas partie de notre communauté. Il avait grandi dans une famille modérément croyante, puis s'était éloigné de la religion à l'université. Nous étions assis à la même table. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j'étais électricienne. Il n'a pas scié ni dit « Oh, waouh ». C'est original, comme le faisaient tant d'hommes. Il a juste souri de toutes ses dents et a dit « Donc si l'apocalypse arrive, c'est avec toi que je traîne ». Nous avons dansé une fois, puis 2, puis nous avons passé le reste de la nuit assis au bord de la piste de danse, sans chaussures, à parler de tout. De musique, de travail, d'histoires d'enfance stupides que nous n'aurions probablement pas dû partager avec un inconnu. Il y avait cependant un petit détail gênant. Des années plus tôt, au lycée, Clément était sorti avec Delphine pendant quelques mois. Je ne le savais pas au début. Je l'ai découvert quand ma mère m'a prise à part une semaine après le mariage pour s'extasier sur le fait qu'il était si mignon que je discute avec l'ancien petit ami de Delphine. Rends-toi compte, a-t-elle dit, les yeux brillants. Il connaît déjà la famille. C'est peut-être le destin. Je me souviens en avoir ri, disant, maman, c'était une amourette d'adolescent, et Delphine est mariée à Antoine maintenant, mais j'avais une drôle de boule au ventre que je n'arrivais pas à expliquer. Pas vraiment de la jalousie, plutôt comme si quelqu'un avait pris un marqueur noir et gribouillé sur les contours nets de mon bonheur. Malgré tout, c'était de l'histoire ancienne. Ils étaient sortis ensemble un été au lycée. Delphine était passée à autre chose. Lui aussi. Je me suis dit que j'étais dramatique et j'ai refoulé ce sentiment. Clément et moi avons vécu une relation à distance pendant 6 mois.
Beaucoup de discussions en vidéo tard le soir après de longues journées de travail pour nous deux. Il était commercial en matériel médical, ce qui impliquait de nombreux déplacements, des réunions interminables, et de devoir charmer des médecins qui levaient à peine le nez de leur dossier. Au bout de 6 mois, il a décroché un poste dans la région de Marseille. Il a déménagé. Nous étions soudainement dans la même région, la même ville, sur le même fuseau horaire. Tout semblait possible. C'est là que ça devient intéressant. Clément n'était pas de ma religion quand nous nous sommes rencontrés, mais environ 8 mois plus tard, il a commencé à poser des questions. Au début, c'était de la curiosité. Pourquoi faites-vous des soirées de prière en famille? C'est quoi cette histoire de sacrements spéciaux? Est-ce que tout le monde va vraiment à la messe tous les dimanches? Puis la curiosité est devenue sérieuse. Il a commencé à venir à l'église avec moi, à rencontrer les membres du clergé, est venu dîner chez mes parents, et il a fait un véritable carton avec eux. Au moment où il a décidé de se faire baptiser officiellement 6 mois plus tard, mes parents agissaient comme si j'avais converti une nation à moi toute seule. Ma mère a pleuré lors de son baptême. Mon père a fait un long petit discours émouvant dans le hall pour dire à quel point il était fier de moi. Même Delphine m'a prise dans ses bras et m'a dit « Bien joué, petite sœur. C'est quelqu'un de bien. » Si seulement j'avais su. 2 mois après son baptême, Clément m'a fait asseoir sur mon canapé avec ce regard sérieux et mesuré qu'il prenait quand il essayait d'être particulièrement spirituel. « Margot » a-t-il dit doucement, en me prenant les mains. J'ai beaucoup prié à notre sujet. Mon estomac s'est noué. Ça a l'air de mauvais augure. Il a souri un peu, pas méchamment, juste, je veux vivre ça correctement. Maintenant que je comprends mieux la foi, je pense que nous devrions attendre complètement jusqu'à ce que nous soyons mariés. Nous avions été intimes jusqu'à un certain point, rien qui n'exige de se confesser au prêtre, mais on flirtait parfois avec les limites. 2 adultes amoureux avec de l'alchimie, essayant de faire comme si les hormones étaient optionnelles. Attends, genre tout arrêté, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Tout. Je ne veux pas tout gâcher. Je ne veux pas me tenir devant Dieu en sachant que nous avons traité quelque chose de sacré comme une chose banale. C'était frustrant. Je ne vais pas mentir là-dessus. Je suis humaine. Mais je n'allais pas non plus être celle qui fait pression sur un nouveau converti concernant ses nouvelles limites religieuses. Alors j'ai accepté. Nous avions attendu jusque-là. Nous pouvions attendre encore un peu. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit en prenant beaucoup de douches froides et en apprenant de nouvelles façons d'éviter de m'asseoir trop près de lui sur le canapé. Je pensais sincèrement que cela signifiait qu'il me respectait, qu'il nous respectait, qu'il respectait Dieu. 1 an après son baptême, il m'a demandé en mariage sur les marches de la basilique de Notre-Dame de la Garde, au coucher du soleil. La bague de ma grand-mère, ma mère l'avait gardée pour la première fille qui se marierait au sanctuaire, ce qui aurait dû être Delphine, mais Delphine avait choisi une bague différente, alors il l'avait conservée. Apparemment, je l'avais enfin méritée. Il a mis un genou à terre sous le ciel de Provence, aux teintes orange et rose, les mains tremblant légèrement. J'ai pleuré, j'ai dit oui, tout le cliché. Des membres de la paroisse ont applaudi de loin. Ma mère a dit plus tard que c'était comme dans un film. Ma famille était aux anges. Delphine m'a serré dans ses bras. Antoine a serré la main de Clément. Mon père a tapé dans le dos de Clément comme s'il venait de le recruter pour une équipe professionnelle. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais l'impression de ne plus être seulement la petite sœur de Delphine avec son petit métier original et sa maison de débutante. J'étais quelqu'un dont ils étaient fiers. Clément a emménagé dans ma maison environ 6 mois après les fiançailles. Sur le papier, c'était pratique. Il passait déjà la plupart de ses nuits là-bas. Ça n'avait pas de sens pour lui de continuer à payer un appartement à l'autre bout de la ville. Notre prêtre n'était pas ravi quand il l'a appris. Nous préparons le mariage, lui ai-je dit. Et nous faisons chambre à part. Nous faisons attention. Nous respectons les commandements. C'était techniquement vrai. Il y avait 2 chambres, 2 lits, et beaucoup de prières chaque fois que nous nous croisions en pyjama. Le mariage était fixé à juin, environ 18 mois après son baptême. Chaque fois que j'insistais pour avoir une date concrète plus tôt, Clément voulait attendre encore un peu. Nous devons d'abord régler nos entretiens spirituels. Nous n'avons toujours pas décidé du lieu pour la réception. Mon emploi du temps au travail est dingue ce trimestre. Il y avait toujours une raison.
J'étais très occupé aussi. Je gérais des équipes, je faisais de longues journées, des petits boulots à côté, je rénovais lentement la maison. C'était facile de laisser les mois s'écouler, en me disant qu'il m'avertirait quand il serait prêt à fixer définitivement le jour J. Puis Delphine et Antoine ont commencé à passer plus souvent. Soudainement, ils étaient là pour le dîner du dimanche chaque semaine au lieu de quand les enfants ne sont pas malades. Delphine coinçait Clément dans la cuisine pour lui poser des questions sur l'organisation du mariage, les salles, les fleurs, les couleurs. Elle proposait son aide pour tout. « J'ai déjà fait ça », disait-elle en riant. « Laisse-moi t'épargner le cauchemar de Pinterest. Ma mère adorait ça. » « N'est-ce pas magnifique ?» disait-elle en regardant Delphine et Clément discuter. « Ta sœur et ton fiancé qui travaillent ensemble. Quelle bénédiction d'avoir une famille si unie. » Je me disais que ça allait. Que si je me sentais bizarre à l'idée que ma grande sœur passe beaucoup de temps à organiser mon mariage avec son ex-petite amie, ce n'était que le reflet de mes vieilles insécurités. D'ailleurs, tout se passait au grand jour, devant tout le monde. Rien à cacher. Environ 4 mois avant que tout n'explose, Delphine a commencé à parler des activités de l'association des femmes de la paroisse. « Nous avons des activités les mardis et jeudis soirs maintenant », a-t-elle dit. J'essaie de m'impliquer davantage. De toute façon, Antoine finit tard ces soirs-là. C'était logique. Delphine adorait être au centre de l'attention. Cette association était une scène parfaite. Ce que je ne savais pas, c'est qu'après environ un mois de présence à ces activités, elle a arrêté d'y aller, mais a continué à s'en servir comme excuse. Un mercredi après-midi de février, mon équipe a terminé un chantier plus tôt que prévu. L'équipe des plaquistes avait pris du retard, donc nous ne pouvions pas faire ce que nous avions à faire. Ma camionnette était au garage, alors un collègue m'a déposé chez moi vers 14 heures. La voiture de Clément était dans l'allée. Tout comme le SUV rutilant de Delphine, celui dont elle s'était vantée pendant la moitié du dîner de Noël. La maison était silencieuse quand j'ai déverrouillé la porte d'entrée. Trop silencieuse. J'ai fait 2 pas à l'intérieur et puis j'ai entendu des bruits venant de l'étage. Pas subtil, pas du tout. Une voix de femme, haletante, disant des choses que je n'avais jamais entendues de tout le temps où Clément et moi étions ensemble. Et la voix de Clément qui répondait, grave et avide, prononçant son prénom. Delphine. Mon cœur s'est arrêté. Puis il s'est mis à battre si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Pendant environ 10 secondes, je suis resté planté là, dans l'entrée, le monde se réduisant au son de mon fiancé et de ma sœur dans ma chambre. Puis la rage m'a frappé. Des pas lents et lourds sur les marches, ma main sur la rampe, chaque respiration brûlant ma poitrine. La porte de la chambre était entr'ouverte. Je l'ai poussée jusqu'au bout, et ils étaient là. Clément s'est figé en premier. Il était sur Delphine, leur corps emmêlé dans mes draps, leur peau affichant ce genre de proximité que je m'étais si soigneusement interdit d'avoir avec lui depuis plus d'1 an. Il y a eu une fraction de seconde où plus personne ne respirait. Puis Delphine a tourné la tête et m'a vu. Elle a hurlé. Clément a tiré le drap, non pas pour la couvrir elle, mais pour se couvrir lui. Comme si la pudeur était soudainement devenue la priorité. « Margot » a-t-il commencé. Je n'ai pas réfléchi. Mon corps a bougé avant que mon cerveau ne comprenne. J'ai traversé la pièce en 3 enjambées, je lui ai attrapé une poignée de cheveux et je l'ai arraché de ma sœur pour le jeter par terre. Il a heurté le parquet avec un bruit sourd et un juron étranglé. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il crié, se débattant pour protéger son visage d'une main tout en s'agrippant au drap de l'autre. 4 années de pression ont explosé en moi. 4 ans à être la seconde, 4 ans de « attendons le mariage ». Sois patiente. Nous devons vivre ça spirituellement. Mon poing a percuté son visage 1 fois, 2 fois. Il y a eu un craquement écœurant. Le sang a fleuri sous son nez, vif et rapide. « Margot, arrête !» a hurlé Delphine, en s'enroulant dans le drap comme si c'était elle la victime dans l'histoire. « Tu vas le tuer. » Tant mieux, ai-je pensé. Laisse-moi faire. Clément a finalement réussi à lever une main et à me repousser de quelques centimètres. Je l'ai attrapé par l'épaule, je l'ai traîné à moitié à travers la pièce et je l'ai plaqué contre la commode. Un cadre photo de nous lors de mon dîner de baptême est tombé et s'est fracassé sur le sol. « Sortez de chez moi », ai-je sifflé, chaque mot étant un couteau. « Vous deux. Tout de suite. »
Clément a toussé, du sang maculant sa lèvre supérieure. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Je l'ai fixé, la poitrine soulevée. Ce qui tourne pas rond chez moi. J'ai pointé le doigt vers le lit, vers les jambes pâles de Delphine emmêlées dans mes draps, ma couette pendant sur le bord comme sur une scène de crime. Tu es dans mon lit avec ma sœur, en plein milieu de la journée, dans ma maison, et tu veux savoir ce qui ne tourne pas rond chez moi. Delphine a finalement retrouvé sa voix, relevant le menton comme si elle était la reine et moi une servante désobéissante. Oh, s'il te plaît, a-t-elle cinglé. Tu réagis de manière excessive. De manière excessive. J'ai ri, un son aigu et laid. Tu couches avec mon fiancé. Elle a levé les yeux au ciel. Tu crois que je suis la seule à avoir remarqué que vous n'aviez pas conclu? Tu te promènes en jouant la fille pure, si patiente, si sainte. Clément était malheureux. Mon estomac s'est retourné. Nous avions décidé ensemble d'attendre. Clément a reniflé, s'essuyant le nez avec le dos de la main. Du sang s'est étalé sur ses phalanges. Ne te flatte pas, Marg, a-t-il dit d'une voix éraillée. Tu crois vraiment que je me préservais pour toi? Tu es si naïve, si prudente. Tout est comme une réunion de comité avec toi. Tu suranalyses tout, même les baisers. Delphine, elle, sait ce qu'elle veut. Ces mots m'ont frappé plus fort que s'ils m'avaient repoussé. Tu m'avais dit. Ai-je commencé? Il m'a coupé. Je t'ai dit ce que tu voulais entendre. Tu es une bonne petite fille de la paroisse, Margot. Tu ne comprendrais jamais. J'avais besoin d'une vraie femme. Delphine a eu un petit sourire satisfait, comme s'il venait de lui remettre un trophée. La part de moi qui l'aimait encore, qui se souvenait encore des messages tardifs et des projets murmurés, s'est brisée net. J'allais hurler à nouveau quand j'ai entendu le son qui m'a glacé le sang. La porte d'entrée qui s'ouvre, des pas, des voix. Margot a appelé ma mère depuis le rez-de-chaussée. On passait par là et on a vu toutes les voitures. Tout va bien? Parfait. Absolument parfait. Ne dis pas un mot, a sifflé Delphine, descendant du lit à la hâte en resserrant le drap autour d'elle. Trop tard. Ma mère a atteint le haut de l'escalier en premier. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte, a jeté un seul regard à la scène Clément par terre avec du sang coulant de son nez, Delphine agrippée à mon drap, moi debout les poings serrés et le regard fou et elle est devenue complètement livide. Mon père était juste derrière elle. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang, a-t-il aboyé. J'ai pointé le lit, la main tremblante. Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe, papa? Je viens de surprendre ton futur gendre et ta fille chérie dans mon lit. Les yeux de mon père sont passés de Clément à Delphine, puis à moi. J'ai vu le calcul se faire en temps réel dans sa tête. Margot, a-t-il dit lentement. Tu ne peux pas attaquer les gens comme ça. Je l'ai dévisagé. Il couche avec Delphine dans ma maison, dans mon lit. Ça ne te donne pas le droit de l'agresser, a rétorqué mon père. C'est ton fiancé et c'est ta sœur. Il a cessé d'être mon fiancé à la seconde où il a décidé de faire ça, ai-je répliqué. Et elle a cessé d'être ma sœur à la seconde où elle a grimpé dans ce lit. La main de mon père a surgi de nulle part. La gifle m'a frappé au visage avec assez de force pour me tordre le cou sur le côté. Ma joue brûlait. Mes oreilles sifflaient. Tu ne parles pas comme ça de ta sœur, a-t-il dit, la voix basse et tremblante. Et tu ne lèves pas la main sur les gens dans cette famille. J'ai cligné des yeux, abasourdi. Ma mère a halté, portant une main à sa bouche, mais ses yeux n'étaient pas fixés sur moi. Ils étaient sur Delphine. Oh, ma chérie, a soufflé ma mère en se précipitant vers elle. Tu vas bien? Est-ce qu'elle t'a fait mal? Delphine s'est blottie contre elle comme si elle venait d'être sauvée d'un accident de voiture au lieu de l'avoir provoqué. Je vais bien, a-t-elle murmuré, essuyant de fausses larmes au coin de ses yeux. Elle est juste. Elle est entrée et elle a commencé à frapper. Je ne savais pas quoi faire. J'en suis resté bouche bée. Tu ne savais pas quoi faire. Tu aurais pu commencer par ne pas coucher avec mon copain. Fiancé, a corrigé ma mère automatiquement. Vous êtes fiancés. Nous étions fiancés, ai-je cinglé. Clément s'est mis en position assise, se pinçant le nez, le sang coulant sur son poignet. Elle est folle, a-t-il marmonné. Elle aurait pu me tuer.
Tu as de la chance que je ne l'ai pas fait, ai-je riposté. Après 4 ans ensemble, après tout ça. 4 ans de quoi, a-t-il soudainement rétorqué, les yeux lançant des éclairs. 4 ans à te voir traiter l'intimité comme une corvée qu'il fallait reprogrammer. Tu crois que le fait d'attendre te rendait spécial? Ça t'a juste rendu inaccessible. Delphine, elle, m'a donné l'impression d'être désirée. J'ai senti quelque chose se déchirer en moi. Ma mère s'est retournée contre moi. Margot, écoute-toi. Tu laisses ta colère te contrôler. Nous péchons tous. Nous commettons tous des erreurs. Ça ne te donne pas le droit de démolir le visage de quelqu'un. Une erreur. J'ai répété le mot, amer sur ma langue. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Agir dans le dos de son mari. Coucher dans le dos de sa fiancée, dans sa propre maison. C'est juste une petite gaffe maintenant. Mon père a secoué la tête. Tu ramènes tout à toi, comme d'habitude. Ta sœur traverse une période difficile. Clément est de toute évidence en pleine confusion, et au lieu de les aider, tu les attaques. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le son est sorti aigu et hystérique. Vous pensez que c'est moi le problème ici? Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Ce genre de larmes manipulatrices que je connaissais trop bien. Tu aurais pu l'envoyer à l'hôpital, Margot. Pourquoi? Pour un homme? Les hommes vont et viennent. La famille, c'est pour toujours. Derrière elle, Delphine a tressailli une demi-seconde à la phrase « les hommes vont et viennent », puis a retrouvé son expression de fragilité blessée. « Sortez », ai-je dit doucement. Ma mère a froncé les sourcils. Quoi? J'ai répété, sortez, tous. Sortez de ma maison, maintenant. Margot, calme-toi, a ordonné mon père. Tu ne penses pas clairement. Je n'ai jamais vu les choses aussi clairement de toute ma vie, ai-je dit, la voix désormais basse et posée. Vous êtes entré, vous avez vu votre fille aînée tromper son mari avec le fiancé de votre fille cadette dans la maison de votre fille cadette, et c'est sur la fille cadette que vous criez. Surveille tonton, a aboyé mon père. Ou quoi, ai-je demandé. Tu vas me frapper encore une fois? Vas-y, papa. Ajoute les coups et blessures à la liste des choses que tu es prêt à excuser tant que Delphine n'est pas contrariée. Margot, s'est étouffée ma mère. Clément a lutté pour se lever, s'accrochant à la commode. T'es incroyable, a-t-il marmonné. C'est pas étonnant que je. J'ai fait un pas vers lui et il s'est tu immédiatement. Va faire tes affaires, ai-je dit. Tout ce qui t'appartient. Tu as 15 minutes. Après ça, ça part à la poubelle. Il m'a regardé avec mépris. C'est pas toi qui décides. C'est ma maison, ai-je tranché. Mon crédit. Mon nom sur l'acte de vente. Sors de ma chambre. Sors de ma maison. Sors de ma vie. Pour une fois, Clément a semblé sincèrement déstabilisé. Il a jeté un regard à mon père comme s'il s'attendait à du renfort. Mon père a poussé un lourd soupir, comme si tout ceci n'était qu'un fardeau que je lui imposais. Nous en reparlerons plus tard, m'a-t-il dit. Quand tu seras calmé. Pour l'instant, nous devons emmener Clément aux urgences. Et trouver un peignoir pour Delphine, a ajouté ma mère en frottant l'épaule de Delphine. Allez, mon chéri. Ils se sont rassemblés. Clément pressant des mouchoirs sur son nez. Delphine enveloppée dans mon drap comme un butin volé. Mes parents tournant autour d'eux comme des gardes du corps. Personne n'est venu vers moi. Personne n'a demandé si j'allais bien. La porte d'entrée s'est refermée derrière eux avec un bruit sourd et définitif. La maison a plongé dans le silence. Rocco, mon chien, qui s'était caché sous la table de la salle à manger, s'est faufilé et s'est pressé contre ma jambe en gémissant doucement. Je me suis laissé tomber sur le canapé, la joue me lançant là où mon père m'avait frappé, les jointures écorchées et en sang. La chambre à l'étage sentait encore le parfum bon marché et la sueur. J'ai fixé le mur pendant un long moment. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message avec des doigts tremblants. À Chloé, j'ai besoin de toi chez moi, maintenant. Elle a répondu avant même que je pose le téléphone. J'arrive. On doit enterrer qui? 20 minutes plus tard, elle entrait sans frapper, jetait un coup d'œil à mon visage et à mes mains, et jurait entre ses dents. Ok,
a-t-elle dit en jetant son sac sur le sol. Commence par le début. Je lui ai tout raconté, chaque mot, chaque regard, chaque gifle, physique ou morale. Quand j'ai eu fini, sa mâchoire était tellement serrée que je pouvais voir le muscle tressaillir. Tu sais ce qu'on va faire en premier, a-t-elle dit. Quoi, ai-je demandé, la voix enrouée. On ne s'occupe pas de Clément, a-t-elle dit lentement. Pas encore. On va parler à Antoine. J'ai cligné des yeux. Antoine? Elle a hoché la tête. Ton beau-frère a droit à la vérité, et j'ai le pressentiment qu'il va nous être bien plus utile que si tu vas casser d'autres nez. Une petite étincelle féroce et creuse s'est ravivée dans ma poitrine. Ok, ai-je dit. Allons tout cramer. Chloé ne m'a pas laissé reporter ça à plus tard. Envoie-lui un message maintenant, a-t-elle dit en faisant les 100 pas dans mon salon, les mains sur les hanches comme si elle préparait un coup d'état. Pas demain. Pas après le travail. Maintenant. Je ne peux pas juste. Antoine est probablement au bureau. Il est. Margot. Elle a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé avec cette expression froide et implacable qu'elle n'utilisait que lorsque j'étais sur le point de faire une connerie. Il mérite de savoir que sa femme n'est pas vraiment aux réunions de charité de la paroisse les mardis et jeudis. Une boule de culpabilité m'a tordu les poumons. Mon Dieu, il a gardé leurs 3 enfants pendant qu'elle. Pendant qu'il. Chloé a expiré brusquement. Exactement. Alors écris-lui. Mes doigts tremblaient pendant que je tapais. Moi, Antoine, est-ce qu'on peut se voir demain matin? C'est à propos de Delphine. C'est urgent. Il a répondu en moins de 30 secondes. Antoine, est-ce qu'elle va bien? Que s'est-il passé? Les enfants vont bien? J'ai dégluti difficilement. Moi, les enfants vont bien. S'il te plaît, rejoins-moi. Au café près du Vieux-Port. 9 heures. Antoine, j'y serai. Chloé a poussé un long sifflement sourd. Accroche-toi, ma belle. Demain va être un enfer. La nuit suivante, j'ai à peine dormi. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le rictus de Clément. Le sourire narquois de Delphine. Les mains de mon père s'abattant sur mon visage. J'avais passé la nuit à nettoyer les traces de sang sur mon parquet et à arracher tous les draps de mon lit comme si je désinfectais une scène de crime. À 8h45, je suis arrivé au café et me suis assise dans le coin le plus reculé où personne ne pourrait nous surprendre. J'avais les mains enroulées autour d'une tasse de thé à la camomille tiède, mais je ne le buvais pas. À 9h20 pile, Antoine a fait irruption, portant son badge professionnel et une chemise bleue boutonnée, les yeux déjà inquiets. Margot, a-t-il dit en glissant sur la banquette en face de moi. Qu'est-ce qui se passe? Delphine a dit qu'elle était épuisée hier soir et qu'elle avait besoin de se reposer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli m'étouffer. Elle était épuisée, ai-je dit. Mais pas pour la raison qu'elle t'a donnée. Il a froncé les sourcils. Tu me fais peur. Elle est malade? Elle s'est blessée? Il s'est passé quelque chose à la paroisse? J'ai secoué lentement la tête. Antoine, ai-je dit doucement. Delphine ne va plus aux activités de la paroisse. Elle n'y va plus depuis des mois. Il a cligné des yeux. De la confusion, et une pointe d'indignation. Comment ça? Elle s'en va tous les mardis et jeudis soirs, parfois les dimanches pour des réunions d'organisation. Elle s'en va, ai-je dit. Oui, mais elle ne va pas à l'église. Il s'est calé au fond de son siège, plissant les yeux. Alors, où est-ce qu'elle va? J'ai pris une grande inspiration, la gorge nouée. Elle voit Clément. Pendant un moment, Antoine n'a pas parlé. Il n'a pas respiré. Il n'a même pas cligné des yeux. C'était comme si le monde s'était arrêté autour de lui. C'est pas drôle, a-t-il fini par dire, la voix fêlée. Margot, c'est pas. Ne plaisante pas avec ça. Je ne plaisante pas. Elle ne ferait jamais ça. Antoine, ai-je dit en fouillant dans mon sac avec des mains tremblantes. Je les ai surpris hier. J'ai fait glisser mon téléphone sur la table, les horodatage des caméras de sécurité de chez moi, la récurrence de leurs visites, les messages qui correspondaient au soir où elle prétendait avoir des réunions d'église. Je ne lui ai rien montré d'explicite, juste assez de preuves pour brosser un tableau clair.
Le visage d'Antoine s'est vidé de ses couleurs. Il a repoussé le téléphone comme s'il l'avait brûlé. Non, a-t-il murmuré. Non, Delphine ne ferait pas ça. Sa voix a tremblé. Pas avec Clément. J'ai hoché la tête. Pendant presque 3 mois, peut-être plus. Il a baissé les yeux vers ses mains. Elle tremblait. Mes garçons, a-t-il murmuré. J'ai nourri 3 enfants, j'ai découpé des bons de réduction parce qu'elle disait que notre budget course était trop élevé. Elle disait qu'on devait réduire nos dépenses parce que mes primes avaient baissé. Mon estomac s'est tordu. Antoine. Sa mâchoire s'est contractée. Mes cartes de crédit, a-t-il dit soudain, les yeux fulgurants. Elle en a plafonné 2. Elle m'a dit qu'elle faisait les achats de Noël en avance, qu'elle avait trouvé des promos en ligne. Elle m'a dit que c'était pour les enfants. Il m'a regardé et quelque chose s'est brisé en lui. Et pendant tout ce temps, a-t-il murmuré. Elle utilisait notre argent pour batifoler avec ton fiancé. J'ai hoché la tête. Antoine a ri. Un rire brisé, aigu, qui est mort au milieu de sa poitrine. Cet enfoiré de. Il s'est arrêté, pressant ses 2 mains contre son front. Pendant un long moment, il n'a rien dit, il a juste respiré de façon irrégulière. Ses épaules ont tremblé 1 fois, 2 fois, comme s'il retenait le genre de larmes que les hommes adultes ne sont pas censés avoir. Puis, lentement, il a baissé les mains, et le regard dans ses yeux n'était plus de la tristesse. C'était du feu. D'accord, a-t-il dit doucement. Ok, pas de problème. Il y avait quelque chose de glaçant dans le calme de sa voix maintenant. Si elle veut la politique de la terre brûlée, a-t-il dit fermement, je vais lui donner une foutue terre brûlée. Je ne l'ai pas interrompu. Garde exclusive, a poursuivi Antoine. La maison, une pension alimentaire basée sur ma meilleure année de prime, une prestation compensatoire. Absolument tous les biens auxquels elle pense avoir droit. Il m'a regardé et pour la première fois depuis qu'il s'était assis, sa voix s'est adoucie. Merci de me l'avoir dit. Je suis tellement désolé que tu aies dû tomber là-dessus. Sur eux 2. J'ai dégluti. Je suis désolé que tu aies à traverser ça. Il a hoché la tête 1 fois. Pas besoin de t'excuser. Hier, je pensais que ma femme était simplement surmenée. Aujourd'hui, un petit sourire amer a déformé sa bouche. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'elle a incendié toute notre vie et qu'elle s'attendait à ce que je ne sente pas l'odeur de la fumée. Il s'est levé, agrippant le bord de la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Je demande le divorce aujourd'hui, a-t-il dit. Et Margot? Ses yeux se sont durcis. Je vais m'assurer qu'ils subissent tous les 2 chaque conséquence de ce qu'ils ont fait. Je l'ai cru plus que n'importe quoi d'autre à cet instant. Cet après-midi-là, je suis rentré chez moi. Pendant un instant, j'ai cru que la maison me paraîtrait vide. Au lieu de cela, on aurait dit qu'elle retenait son souffle. Les affaires de Clément étaient encore dans le placard, encore dans les tiroirs, encore dans la salle de bain, encore partout. Chloé se tenait dans l'encadrement de la porte derrière moi, les bras croisés. « Tu sais ce qu'il te reste à faire » a-t-elle dit. Je le savais. Un par un, j'ai pris tout ce qui appartenait à Clément et je l'ai jeté dans l'allée du garage. Sans trier, sans plier. Chemise, jean, haut de colonne hors de prix, rasoir, chaussettes, la stupide lotion parfumée qu'il achetait pour sa peau après le rasage. Sa Bible, son manuel de préparation au mariage religieux, sa veste préférée, tout. Un tas de promesses brisées et de temps volés. Quand j'ai eu fini, je transpirais, je tremblais et je respirais fort. Chloé m'a tendu une bouteille d'eau comme si nous venions de terminer une séance de sport. C'est du beau travail, a-t-elle dit. À ce moment-là, la voiture de Clément s'est garée. Il est sorti et s'est figé à la vue de l'immense tas désordonné de sa vie éparpillée dans mon allée. C'est quoi ce bordel, a-t-il hurlé en claquant la porte de sa voiture. Tu ne pouvais pas au moins mettre ça dans des cartons? Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. Non. Il m'a foudroyé du regard. Margot, on peut juste parler? Non. Sois raisonnable. Non, tu en fais tout un drame. J'ai ri. C'est le mec qui a ramené ma sœur dans mon lit qui dit ça. Sa mâchoire a tressailli. Est-ce que tu vas arrêter un jour de me punir pour ça?
Non, ai-je répondu calmement. Mais j'ai fini de te parler. Il a ouvert la bouche pour protester. Je lui ai fermé la porte au nez. Chloé a doucement poussé son épaule contre la mienne. Bonne fille. À travers le Judas, j'ai regardé Clément ramasser ses affaires en silence, le visage fermé, les mouvements raides. Toutes les quelques secondes, il regardait la maison comme s'il s'attendait à ce que j'ouvre la porte. Je ne l'ai pas fait. Quand il est enfin parti, laissant des traces de gomme de pneus sur la route, j'ai expiré si fort que j'ai senti mes côtes se relâcher. La maison était redevenue silencieuse, mais cette fois, elle n'était pas vide. Elle était à moi. Tout à moi. Et cette fois, je n'allais en donner aucune part de ma vie, à quelqu'un qui ne l'avait pas mérité. Pendant quelques jours, tout a été calme. Trop calme. Clément n'appelait pas. Delphine n'envoyait pas de messages. Ma mère ne laissait pas de messages vocaux de 12 paragraphes sur le fait de te souvenir de qui tu es, ma chérie. Mon père ne tapait pas à ma porte pour exiger des explications que je ne lui devais pas. Ça aurait dû me sembler paisible. Au lieu de cela, c'était comme l'air juste avant un orage. Lourd, chargé, dans l'attente. Chloé appelait ça le calme avant la stupidité. Elle n'avait pas tort. La guerre éclate. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle se répande. Personne n'a rien posté publiquement. Les communautés religieuses ultra-traditionnelles n'ont pas besoin des drames sur Internet quand elles ont quelque chose de bien meilleur. Le réseau des chuchotements, les déjeuners des femmes de la paroisse, les conversations sur le parking après la messe du dimanche, les textos inquiets déguisés en prière. Antoine n'a rien balancé en ligne. Il n'a ni piqué de colère ni colporté de rumeurs. Il s'est contenté de dire la vérité quand on lui demandait pourquoi il demandait le divorce. Et puis les gens l'ont répété à d'autres gens. En une semaine, la moitié de la paroisse savait que Delphine l'avait trompé. En 2 semaines, tout le monde savait que c'était avec Clément, le nouveau converti que j'avais fait entrer dans la famille Vallon comme un agneau à l'abattoir. Le prêtre a convoqué Clément pour un entretien. Il a convoqué Delphine séparément. Il m'a appelé aussi, mais je n'y suis pas allé. J'ai envoyé un message poli, il y a certaines choses que l'Église doit savoir. Je prendrai rendez-vous quand je serai prête. Traduction, asseyez-vous dans votre bureau et suez un peu. L'avocat d'Antoine a déposé le dossier de divorce en invoquant l'adultère, des malversations financières et l'abandon du domicile conjugal. Les documents judiciaires sont devenus publics. Les gens les ont lus. Les gens ont parlé. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la fille Vallon dont tout le monde parlait avec déception. Cet honneur est revenu à Delphine. Pendant ce temps, le travail de Clément, qui reposait lourdement sur ses relations dans le réseau médical catholique de la région marseillaise, a commencé à s'effondrer. Les clients annulaient les rendez-vous. Les absences aux réunions ont doublé. Son patron l'a pris à part pour l'avertir que sa conduite personnelle donnait une mauvaise image de l'entreprise. L'aura du converti parfait s'était dissipée. Il ne restait plus que le désastre qu'il avait provoqué. La convocation. 4 jours après avoir jeté les affaires de Clément dans l'allée, j'ai reçu un texto. Maman, il faut qu'on parle. Réunion de famille d'urgence à 19h. S'il te plaît, viens. J'ai failli répondre non, mais Chloé a arraché le téléphone avant que je puisse taper. Tu y vas, a-t-elle dit. Absolument pas. Si, tu y vas parce que tu as besoin d'entendre quelle folie il te prépare pour pouvoir t'y préparer. Je l'ai fusillé du regard. Pourquoi ça ressemble à une menace? Parce que c'en est une, a-t-elle répondu joyeusement. Je t'attendrai dans la voiture avec des trucs à grignoter si tu as besoin d'un chauffeur pour fuir. L'embuscade. Je suis entré dans la maison de mes parents à 19h01. À la seconde où j'ai franchi la porte, j'ai su que ce n'était pas une simple discussion. C'était une intervention, une mise en scène. Delphine était assise sur le canapé avec un plaid autour des épaules, comme une veuve dans un roman du 19e siècle. Ses yeux étaient gonflés, mais je n'arrivais pas à savoir si elle pleurait ou si elle jouait la comédie. Sûrement un peu des deux. Mon père se tenait près de la cheminée, les bras croisés, comme un PDG déçu. Ma mère était assise près de Delphine, lui tenant la main, me foudroyant du regard comme si c'était moi la briseuse de ménage, et Clément, le nez pensé, les joues contusionnées, était assis raidement dans un fauteuil.
Au moment où je suis entré, le jugement a alourdi l'atmosphère. Assieds-toi, a ordonné mon père. Je suis très bien debout, ai-je répondu. Ma mère a reniflé bruyamment. Margot, s'il te plaît. Nous devons parler de ton comportement. Mon comportement? Bien sûr. Allez-y, ai-je dit d'un ton neutre. Je vous écoute. Ma mère a posé une main douce et maternelle sur le genou de Delphine. Si tendre que ça m'a donné la nausée. Ta sœur a traversé une épreuve traumatisante. Coucher avec mon fiancé, ai-je dit. C'est vrai. Ça a dû être épuisant. Le regard de mon père aurait pu faire fondre de l'acier. Ça suffit. C'est de ta violence dont nous sommes venus discuter. J'ai cligné des yeux lentement. Ma violence? Oui, a explosé ma mère. Tu as attaqué Clément. Tu lui as cassé le nez. J'ai pris une inspiration. Il était dans mon lit avec ma sœur. Ça ne te donne pas le droit de l'agresser, a aboyé mon père. Nous ne tolérons pas la violence dans cette famille. Par contre, l'adultère, ça passe, ai-je dit en haussant un sourcil. C'est la nouvelle règle? Delphine a gémi. Est-ce que tu peux arrêter de me crier dessus? Je ne crie pas, ai-je répondu calmement. Si je me mets à crier, tu le sauras. Ma mère a bondi de son siège. C'est exactement de cette rage dont nous parlons. Cette colère, ce ressentiment sont en train de t'empoisonner, et de nous empoisonner aussi. Mon père a fait un pas en avant, la voix autoritaire. Nous pensons que tu dois des excuses à Delphine et Clément. J'ai ri, pas un rire normal, un rire brisé, incrédule, qui a résonné contre leur plafond cathédral. Vous voulez que je, ai-je dit lentement, leur présente des excuses. Pour la violence, a précisé mon père. Et pour ton refus de comprendre leur situation. Ma sœur qui couche avec mon fiancé, c'est ça, leur situation, ai-je cinglé. L'erreur est humaine, a murmuré ma mère. Oui, ai-je acquiescé. Et ensuite, on en assume les conséquences. Ma mère a secoué la tête. Ce n'est pas toi, ma chérie. Tu es gentille. Tu pardonnes. Ta sœur a besoin de toi en ce moment. Ma sœur a besoin d'un avocat spécialiste du divorce, ai-je marmonné. Ma mère l'a ignoré. Delphine et Antoine sont dans une situation terrible à cause de tout ça. À cause de ses choix, ai-je corrigé. Mon père a pris une grande inspiration, le visage tendu. Il y a aussi un autre sujet. Et voilà. La vraie raison pour laquelle j'avais été convoqué. Delphine a besoin d'aide. A dit doucement ma mère. D'aide juridique. D'aide financière. J'ai croisé les bras. Combien? 50 000 €, a lâché mon père. J'ai failli m'étouffer. C'est une blague. C'est un prêt, a-t-il insisté. Ton entreprise marche bien. Tu as les moyens. Vous voulez que je paie, ai-je dit lentement, les frais d'avocat de ma sœur parce qu'elle a détruit son propre mariage en couchant avec mon fiancé. Ma mère a pris un air offensé. Ne sois pas dramatique. Vous voulez que je finance son adultère? Mon père s'est raidi. Surveille ton ton. Non, ai-je claqué en faisant un pas en avant. Vous n'avez pas le droit de me réclamer de l'argent tout en me grondant comme une adolescente. Clément regardait la scène en silence, le visage tuméfié et pathétique. Delphine a reniflé. S'il te plaît, Margot, tu me dois bien ça. J'en suis resté bouche bée. Je te dois de compenser le fait que tu aies brisé notre famille, a-t-elle murmuré. D'avoir tout gâché. Quelque chose en moi a cassé, d'une manière nette, précise, définitive. Je ne vous donnerai pas un centime, ai-je dit, et je ne m'excuserai pas. Les yeux de mon père se sont durcis, devenant glacial. Dans ce cas, tu n'es plus la bienvenue ici. Ma mère a serré Delphine plus fort contre elle. Nous ne pouvons pas garder dans notre vie quelqu'un qui refuse de pardonner. Vous avez choisi votre sœur, ai-je dit doucement. Bien avant ce soir. Très bien, assumez-le. Personne n'a parlé. Personne ne s'est excusé. Personne ne m'a rappelé. Je suis sorti de la maison où j'avais grandi et j'ai refermé la porte derrière moi. La voiture de Chloé attendait sur le trottoir, phares allumés.
Elle a baissé la vitre et m'a tendu un sac de kebab avec des frites. C'était grave comment, a-t-elle demandé. Ils veulent 50 000 balles, ai-je répondu. Elle a ricané. Évidemment. Monte. J'ai bouclé ma ceinture. Chloé a démarré le moteur. Est-ce qu'on commence à tout brûler demain, a-t-elle demandé l'air de rien. J'ai regardé la maison de mes parents par la fenêtre alors que la lumière du Porsche vacillait. Non, ai-je dit. C'est déjà commencé. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. Chloé nous a conduites dans un snack ouvert de nuit, le genre 24h24, avec du café au goût de brûlé et des omelettes bon marché noyées dans le fromage. Elle a insisté pour que je mange quelque chose, même si mon estomac me donnait l'impression d'avoir été broyé par une tondeuse à gazon. Tu sais, a-t-elle dit en touillant son thé glacé avec une paille, je crois que tes parents ont définitivement perdu la boule. J'ai haussé les épaules faiblement. Ils en avaient toujours une de rechange pour Delphine. Chloé a ricané. Meuf, ils avaient construit une usine de boules entières pour Delphine. Nous sommes restés jusqu'à 2 heures du matin. Chloé a réussi à me faire rire 2 fois, ce qui tenait du miracle vu que je venais de passer la soirée à me faire renier pour avoir refusé de financer l'adultère de ma sœur. Quand elle m'a finalement déposé chez moi, elle a pris mon visage à 2 mains. Écoute-moi bien, a-t-elle dit. Tu n'as pas perdu une famille ce soir. Tu as perdu une secte qui préférait protéger son enfant prodige plutôt que sa propre santé mentale. Je n'ai pas pu répondre, alors elle m'a embrassé le front et m'a dit de l'appeler si je me réveillais en hurlant. La paroisse réagit. Le dimanche suivant, je ne suis pas allé à la messe. Je n'en avais pas besoin. La machine à rumeurs de la paroisse tournait déjà à plein régime. Voici ce que j'ai entendu au cours des jours suivants. Le prêtre a dû parler à 3 groupes de femmes différents, car l'incendie de la rumeur se propageait plus vite qu'il ne pouvait l'éteindre. Quelqu'un a essayé d'intervenir auprès de Delphine par pitié, et elle lui a hurlé dessus sur le parking de l'église. Antoine a commencé à s'asseoir seul avec les enfants à la messe. Une femme lui a dit qu'elle priait pour qu'il ait de la force. Une autre lui a apporté un plat préparé. Une troisième lui a demandé s'il avait besoin qu'on lui garde les enfants. Pas une seule personne n'a demandé comment allait Delphine. Pas une seule personne n'a apporté un plat à Clément. Pas même une barquette de pâtes au micro-ondes. Et dans la communauté religieuse, c'est la mort sociale absolue. Le monde de Clément s'effondre. Alors que Delphine s'enfonçait dans une spirale émotionnelle, la chute de Clément fut bien plus visible. Le secteur de la vente de matériel médical dans la région est un petit milieu. Très lié à la communauté. La moitié de ses clients étaient des amis d'amis d'Antoine ou des personnes qui avaient eu vent de la procédure de divorce. Les murmures le suivaient partout. Il arrivait en retard au travail, ratait des réunions. Un médecin a carrément refusé d'écouter son argumentaire de vente. Alors, c'est vous le fameux converti qui a fini par fauter. Le médecin aurait apparemment ajouté « Sortez de mon bureau ». Le patron de Clément l'a convoqué pour un entretien préalable à sanction disciplinaire, ce qui dans le jargon de l'entreprise signifie « Nous cherchons une excuse pour te virer ». À la 4e semaine, ses chiffres de vente avaient chuté de près de 40%. À la 6e semaine, il a été licencié. L'effondrement de Delphine. La chute en disgrâce de Delphine fut plus silencieuse, mais plus brutale. Une fois qu'Antoine a demandé le divorce, les gens ont commencé à faire le lien. Les membres du comité des femmes ont cessé de l'inviter au brunch ou au goûter pour enfants. Les femmes plus jeunes ont cessé de lui demander des conseils. Quelques personnes lui souriaient encore, mais c'étaient des sourires crispés, forcés, de façade. Ensuite, son droit au sacrement a été suspendu, puis définitivement révoqué. Pour Delphine Vallon, la femme qui avait bâti toute sa personnalité sur le fait d'être une épouse croyante modèle, perdre cette place dans la communauté, c'était comme manquer d'oxygène. Mais même cela n'a pas suffi à réveiller mes parents. L'appel que j'attendais. Une semaine après l'embuscade, mon téléphone a sonné. Papa. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. 2 heures plus tard, maman a appelé. Puis Delphine. Puis de nouveau papa. Au 5e appel manqué, Chloé m'a envoyé un texto. Je te parie 20 balles qu'ils vont encore te demander de l'argent. Je n'ai pas répondu, mais Chloé avait raison. À 21 heures, maman a appelé pour la 9e fois.
J'ai finalement décroché, pas pour parler, mais pour briser la boucle. Margot, a-t-elle soupiré de soulagement. Dieu merci. On essaie de te joindre depuis des heures. C'est une urgence. Bien sûr que ça l'est, ai-je marmonné. Qu'est-ce que Delphine a encore fait? Ma mère a eu une inspiration indignée. Tu dois arrêter de parler de ta sœur comme ça. Elle traverse une épreuve très douloureuse. Parce qu'elle l'a provoquée, ai-je tranché sèchement. Silence. Puis la voix de ma mère s'est adoucie. Une douceur calculée. Celle qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Ton père et moi avons de gros problèmes. Delphine coule. Nous avons besoin de ton aide. Et voilà. Je me suis pincé l'arête du nez. Combien? La voix de ma mère s'est brisée. La banque menace de saisir notre maison. Je me suis figé. Pardon? Nous nous sommes portés garant du prêt, a-t-elle chuchoté, pour les frais d'avocat de Delphine. Clément était censé aider à rembourser, mais avec tout ce qui s'est passé, il n'a versé aucune mensualité. Et Delphine, elle n'arrive pas à trouver un emploi. Elle n'est pas dans le bon état d'esprit. Oh mon Dieu, vous avez misé votre propre maison, ai-je dit lentement. Parce que Delphine avait trop honte de prendre un avocat commis d'office. C'est ta sœur, a sangloté ma mère. Nous devions la soutenir. Et maintenant, tu veux que ce soit moi qui paie pour ce soutien. Ma mère a pleuré. S'il te plaît, Margot. Nous allons tout perdre. Ton père est tellement stressé. Notre retraite, nos économies. Je l'ai coupé. Où est Clément dans tout ça? Silence. Maman, ai-je insisté. Où est-il? Il a déménagé. Sa voix était à peine audible. À Lyon, en colocation. Il a dit qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Un rire amer m'a déchiré la gorge. Il a fui. Il a abandonné ta fille. Ma mère a murmuré, effondrée. Il ne répond plus à nos appels. Il ne répond plus à Delphine. Il est parti. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'il était parti. Margot, a supplié ma mère. Nous sommes en train de nous noyer. S'il te plaît, aide-nous. Aide ta famille. La famille. Ce mot ne voulait plus dire ce qu'elle croyait. Non, ai-je dit d'une voix calme et claire. Vous avez fait votre choix quand vous avez pris la défense de Delphine et que vous m'avez giflé au visage. Assumez-le. Ma chérie, a-t-elle pleuré? S'il te plaît. Non, ai-je répété. Bonne nuit. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un fragment de paix. Une nouvelle vie pour moi. Pendant qu'il sombrait, ma vie a commencé à se reconstruire. Pas par magie, pas instantanément, mais de manière saine. J'ai été promu chef de chantier après avoir passé les examens nécessaires. Les rénovations de ma maison à louer ont été terminées et elle a été entièrement louée en moins d'un mois. J'ai commencé une thérapie, une vraie, celle qui vous apprend à respirer sans culpabiliser. J'ai recommencé à voir des gens sans prise de tête, sans chercher de relations sérieuses, en apprenant simplement à exister sans qu'un homme ne définisse ma propre valeur. Rocco dormait en boule au pied de mon lit toutes les nuits. Ma maison me semblait de nouveau mienne. Et puis on a frappé à la porte. Il était 20h, un vendredi. Froid, calme. J'étais en jogging, en train de manger des restes de pad thai et de regarder une émission de rénovation de maison quand quelqu'un a frappé. Pas le coup d'un voisin. Pas celui d'un ami. Un coup hésitant, désespéré. Rocco a grogné sourdement. J'ai ouvert la porte et ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Debout sur mon porche, portant des vêtements bon marché, le maquillage coulant, les yeux creusés, se trouvait Delphine, ou du moins ce qu'il en restait. Sa voix s'est brisée. Margot, s'il te plaît, ne ferme pas la porte. J'ai besoin de te parler. Delphine se tenait sur mon perron comme un fantôme en gilet. Ses boucles blondes, autrefois parfaites, avaient été coupées de façon inégale, comme si elle se les était coupées elle-même en pleine crise de nerfs. Le gilet pendait sur ses épaules, un vieux truc à carreaux que j'ai reconnu comme venant du tas de vêtements à donner de maman. Ses yeux étaient gonflés, rouges, frénétiques et vides tout à la fois.
Même sa posture avait changé. Delphine s'était toujours tenue avec la confiance légère d'une femme qui n'avait jamais vraiment eu à faire face aux conséquences de ses actes. Mais maintenant, elle avait l'air petite, fragile, comme une poupée de porcelaine fêlée que quelqu'un aurait laissé tomber et aurait essayé de recoller avec des mains tremblantes. « Margot » a-t-elle murmuré. « S'il te plaît, ne ferme pas la porte. » Je n'ai pas bougé, mais je ne l'ai pas non plus ouverte plus grand. « Qu'est-ce que tu fais là » ai-je demandé froidement. Elle a reniflé fort, la respiration saccadée. « J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. » J'aurais dû lui claquer la porte au nez. J'aurais dû fermer à double tour et m'éloigner. Mais quelque chose en moi, quelque chose qui se rappelait encore avoir été la petite sœur qu'il idolâtrait, m'a poussé à laisser la porte entr'ouverte. « 2 minutes, ai-je dit. Elle a fait un pas en avant, comme si elle attendait l'autorisation de respirer. L'enfant prodige brisé. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle est restée sur le porche, serrant son gilet fermé avec des doigts tremblants, comme si elle mourait de froid. Même si l'air de la nuit était doux, sa voix est sortie fluette et fragile. Il n'y a plus rien, Marg. Je n'avais pas entendu ce surnom depuis des années. Antoine refuse de me parler. La paroisse refuse de me parler. Le prêtre refuse de me recevoir à moins que je ne sois prête à faire preuve d'une véritable repentance. Ses lèvres tremblaient. Les gens m'évitent au supermarché, à la station-service. Je suis allé au parc avec les enfants de l'église et les mères ont fait semblant de ne pas me voir. J'ai croisé les bras. Tu as détruit ton mariage, Delphine. Et tu as aidé Clément à détruire le mien. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Je sais, a-t-elle chuchoté. J'ai été stupide et égoïste, j'étais en colère contre Antoine. Et Clément m'a dit des choses qui m'ont donné l'impression d'être désiré, comme si quelqu'un me remarquait enfin. J'ai soufflé brusquement. Et ça justifie de coucher avec mon fiancé? Non, s'est-elle mise à pleurer. Non, bien sûr que non. Rien ne justifie ce que j'ai fait. Mais j'étais perdu. Et Clément, il m'a utilisé. Je m'en rends compte maintenant. Il m'a fait me sentir importante. Et voilà. La vérité que Delphine n'avait jamais dite à voix haute. L'enfant prodige, élevé sous les applaudissements et la perfection, ne pouvait pas survivre à une baisse d'éloge. Et Clément avait vu la faille et s'y était engouffré. Delphine s'est essuyé le visage avec une manche qui avait un trou près du poignet. Maman et papa n'arrêtent pas de se disputer, a-t-elle dit. Ils sont stressés pour la maison. Ils s'en veulent mutuellement. Papa accuse maman. Maman accuse Antoine. Et sa voix s'est brisée. Ils m'en veulent à moi. J'ai pris une lente inspiration. Bien. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc. L'ancienne Delphine, celle qui avait été élevée en croyant qu'elle était le centre de l'univers, aurait attendu de la sympathie, peut-être même une accolade. Mais cette Delphine n'existait plus. À quoi tu t'attendais, ai-je demandé. Tu pensais que détruire 2 familles n'allait pas te retomber dessus? Elle s'est couvert la bouche de ses doigts tremblants. Je sais. Je sais que j'ai tout gâché. Mais j'essaie de me racheter. Je te le jure. Je prie tous les jours. Je jeûne. Je rencontre le prêtre. J'essaie de me réparer. La repentance n'efface pas les conséquences, ai-je dit calmement. La voix de Delphine s'est brisée en un murmure douloureux et suppliant. Ma sœur me manque. Cette phrase m'a touché plus profondément que je ne l'aurais voulu, mais je n'ai pas laissé transparaître la moindre émotion. C'est pas vrai, ai-je répondu. C'est la version de moi qui nettoyait tes dégâts qui te manque, celle qui restait petite pour que tu puisses briller. Non, a-t-elle chuchoté avec désespoir. Non, ce n'est pas ça, Margot. S'il te plaît, on ne peut pas simplement recommencer à zéro? On ne peut pas reconstruire quelque chose? On était proches, avant. Non, ai-je dit, la voix posée. On ne peut pas. Les larmes ont coulé sur ses joues. Cette fois, elles n'étaient ni contrôlées ni manipulatrices. Elles étaient irrégulières, désordonnées, humaines. Je ne sais pas où aller d'autre. C'est pas mon problème. Ça aurait dû être ma réponse. Mais au lieu de cela, je n'ai rien dit. Et mon silence disait tout. La vraie raison de sa venue.
Elle a dégluti difficilement. J'ai besoin d'argent. Ah, la voilà. Pas la repentance. Pas l'envie d'arranger notre relation. De l'argent? Combien, ai-je demandé d'un ton plat. Juste assez pour stopper la saisie de la maison jusqu'à ce que l'avocat d'Antoine me rappelle, a-t-elle dit. Il m'ignore. Bien sûr que oui. Si seulement je pouvais trouver un travail, je te rembourserais. Elle s'est empressée d'ajouter. Mais personne ne veut m'embaucher. Les gens me reconnaissent. Ils tapent mon nom sur Internet. Ils voient les documents judiciaires du divorce. Je n'arrive même pas à décrocher un poste de standardiste à mi-temps. Ce n'est pas mon problème, ai-je répété. Sa voix s'est faite plus aiguë. Margot, s'il te plaît. Si tu m'as jamais aimé. Tais-toi, ai-je claqué. Elle s'est figée. Ne te sers pas de notre lien de parenté comme d'une arme maintenant, ai-je dit. Pas quand tu n'as pas pensé à moi une seule seconde en grimpant dans mon lit avec Clément. Delphine a éclaté en sanglots, se cachant le visage. Oh mon Dieu, s'est-elle étouffée. Je le déteste. Je me déteste. Je déteste tout ce que j'ai fait. Et j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas y arriver toute seule. Tant mieux, ai-je dit doucement. Tu ne devrais pas. Ses armes sont retombées le long de son corps, ballant, alors qu'elle me regardait, dévastée. Tu ne vas vraiment pas nous aider, a-t-elle murmuré. N'est-ce pas? Non, pas même maman et papa. Non. Pourquoi, s'est-elle étranglée avec la question. Pourquoi es-tu si cruel? J'ai ravalé la brûlure dans ma gorge. Être cruel, c'était regarder papa me gifler pendant que tu te cachais derrière un drap en mentant. Delphine s'est couvert la bouche comme si elle allait vomir. J'ai fait un pas en avant, réduisant la distance entre nous d'1 centimètre. Non pas pour la réconforter, mais pour marquer une ligne à ne pas franchir. Tu es venu ici ce soir, ai-je dit, parce que tu pensais que je serais encore l'ancienne Margot, celle qui assumerait les responsabilités de la famille, celle qui nettoyait toujours derrière toi. Ses larmes ont ralenti, la confusion remplaçant la panique. Je ne suis plus cette fille, ai-je dit. Et puis, tu peux partir maintenant. La porte se ferme. Delphine n'a pas bougé au début. Elle est restée là, tremblante, à attendre que je craque, que je m'adoucisse, que je la sauve. Mais j'avais fait ça pendant 28 ans, et ça m'avait tout coûté. Alors j'ai reculé d'un pas à l'intérieur et j'ai refermé la porte doucement. Pas claqué, pas de drame, juste fermé. À travers le bois, je l'ai entendu sangloter, d'une voix grave, animale, dévastatrice, puis des bruits de pas, puis le silence. J'ai tourné le verrou et j'ai appuyé mon front contre la surface froide de la porte. Rocco a doucement poussé ma jambe du museau. J'ai chuchoté pour lui, pour moi-même, pour la maison vide. J'en ai fini de sauver des gens qui me noieraient pour rester à la surface. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. 2 mois ont passé. Le divorce a été prononcé exactement comme Antoine l'avait annoncé. Il a obtenu la garde exclusive. Il a gardé la maison. Delphine lui devait une pension alimentaire sans avoir de revenus pour la payer. Et chaque détail de son adultère a été rendu public au tribunal. Clément a disparu dans l'anonymat à Lyon. Mes parents ont perdu leur maison. Delphine a emménagé dans un appartement de 2 pièces avec eux. Et moi? Ma vie était plus sereine qu'elle ne l'avait jamais été. Mon travail était stable. La thérapie m'aidait. Mon investissement locatif me rapportait des bénéfices. Je me réveillais presque tous les matins en me sentant libre. Pas heureuse à chaque seconde, mais libre. Et c'était un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis l'enfance. Pourtant, il restait quelque chose, une légère tension, comme la dernière note d'une chanson qui n'est pas tout à fait finie. Je pensais que l'histoire était terminée jusqu'à ce que, un an jour pour jour après les avoir surpris dans mon lit, quelqu'un frappe à nouveau à ma porte. Un coup doux, prudent. Mais cette fois, ce n'était pas Delphine. C'était quelqu'un que je pensais ne jamais revoir. Ce n'était pas Delphine à la porte. Ce n'était ni ma mère ni mon père. Ce n'était pas un membre de l'église venu prendre de mes nouvelles. C'était Clément, debout sur mon porche comme un homme à court d'excuses. Il ne ressemblait en rien au Clément que j'avais connu. Ses cheveux étaient plus longs, inégaux,
comme s'il n'était pas allé chez le coiffeur depuis des mois. Son visage était aminci, ses pommettes plus saillantes, de gros cernes meurtrissant la peau sous ses yeux. Ses vêtements étaient bon marché, froissés, le genre de chemise qu'on achète dans un bac de solde parce qu'on a besoin de quelque chose de propre pour un entretien d'embauche qui n'aboutira probablement à rien. Il portait un sac de sport sur une épaule, à moitié vide, comme s'il l'avait fait et défait trop souvent. « Margot » a-t-il dit d'une voix rauque. Rocco a grogné à mes côtés. Je n'ai pas ouvert la porte en grand. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il a dégluti, sa pomme d'Adam faisant un bond tandis qu'il essayait, sans succès, de se tenir plus droit. « J'ai juste besoin de te parler, » a-t-il dit. « S'il te plaît. » J'ai envisagé de fermer la porte, de la verrouiller, d'éteindre la lumière du porche et de laisser le passé s'évanouir dans l'obscurité à laquelle il appartenait. Mais clore un chapitre est une chose étrange. Parfois, on a besoin d'entendre son fantôme parler avant de pouvoir l'enterrer. Je suis sorti, laissant la porte entr'ouverte derrière moi. « Tu as 1 minute. » Il a soupiré de façon tremblante. « D'accord, je mérite ça. » La chute d'un homme qui pensait pouvoir tout avoir. Il a passé une main sur sa mâchoire contusionnée, comme pour effacer la honte de sa peau. « J'ai perdu mon emploi, » a-t-il dit. Pas d'introduction, pas d'excuses, juste la vérité brute. Personne à Lyon ne veut m'embaucher. La rumeur a suivi. Les gens ont tapé mon nom sur Google. Ils ont vu les documents du tribunal. Mon pasteur a refusé de me recevoir. Il a eu un rire amer. Je me suis repenti, Margot. J'ai suivi tout le parcours de la repentance, tout avoué, jeûné, prié, suivi les étapes, mais la repentance ne te donne ni boulot ni toit. J'ai croisé les bras. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que j'ai tout perdu, a-t-il répondu. Et que tu étais la seule personne qui m'ait jamais traité autrement que comme un bon à rien. J'ai haussé les sourcils. Vraiment? Tu aurais pu me tromper sur ce coup-là. Il a tressailli. Je sais. Je sais ce que j'ai fait. Je ne suis pas là pour me justifier. Il a pris une profonde inspiration. Je suis là parce que j'ai besoin que tu m'entendes dire que je suis désolé. J'ai cligné des yeux. De toutes les choses auxquelles je m'attendais, ce n'était pas l'une d'elles. Je suis désolé, a-t-il répété, la voix fêlée. Pas le genre de pardon bon marché. Pas les excuses qu'on donne pour être pardonné. Je suis désolé de la façon dont un homme est désolé quand sa vie est réduite en cendres et qu'il réalise enfin qu'il a lui-même craqué l'allumette. Ces mots flottaient dans l'air froid de la nuit. Il a continué, d'une voix plus faible maintenant. Quand nous avons arrêté d'être intimes, quand nous avons commencé à attendre le mariage, il a fermé les yeux. Je me sentais en manque de confiance, j'avais l'impression de ne pas être assez bien, de ne plus t'attirer. Mon ventre s'est serré. Je ne t'ai jamais fait sentir indésirable. Non, a-t-il admis. C'était moi. Je croyais que j'avais besoin de quelqu'un qui me fasse me sentir désirable, viril. Delphine m'a offert ça. Elle me disait que j'étais parfait, fort, irrésistible. Sa mâchoire s'est contractée. Elle était le miroir de toutes mes insécurités. Ça m'a fait du bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. La colère dans ma poitrine a vacillé, remplacée par autre chose, une vieille douleur que je ne voulais plus ressentir. Clément, ai-je dit doucement. Tu as détruit 2 familles. Je sais, a-t-il dit, la voix brisée. Chaque jour je me réveille, je le sais, et je dois vivre avec ça. Le silence s'est étiré entre nous. Finalement, il a murmuré. Je me disais que si je te voyais, je pourrais peut-être te demander. Je me suis raidi. Demander quoi? Il a dégluti. Te demander si tu pourrais peut-être me donner une autre chance. J'en ai laissé tomber ma mâchoire. Tu veux que je te reprenne, ai-je dit, incrédule. Après tout ça? Il a hoché la tête une fois, désespéré. Je ferai n'importe quoi. Des conseils conjugaux, la discipline religieuse, une thérapie. Je reconstruirai la confiance. Je passerai le reste de ma vie à te prouver que j'ai changé. Non, ai-je répondu immédiatement. Il a sursauté comme si le mot l'avait physiquement frappé. Non, a-t-il fait en écho d'une toute petite voix. Non, ai-je répété. Absolument pas.
La rupture définitive. Il m'a regardé, l'espoir en miettes. J'ai changé, a-t-il chuchoté. Peut-être, ai-je répondu. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ton évolution personnelle n'est pas mon problème. Je sais, a-t-il dit précipitamment. Je ne te demande pas de me réparer. Si, je l'ai coupé. Tu le fais. Tu veux que je sois le prix à gagner à la fin de ton arc de rédemption? Je ne le suis pas. Il a dégluti péniblement. Je me suis approché, non par intimité, mais pour être clair. Clément, ai-je dit, tu as été le pire chagrin d'amour de ma vie. Pas parce que tu m'as trompé, mais parce que je me suis autorisé à croire que tu étais un havre de paix, et tu ne l'étais pas. Il a baissé les yeux. Tu m'as blessé, ai-je continué. Tu m'as humilié. Tu as détruit ma relation avec ma famille. Tu m'as fait douter de ma propre valeur, de ma foi, de mon propre jugement. Je sais, a-t-il chuchoté. Et tu sais quoi? J'ai continué. Je vais mieux maintenant que je suis sans toi. C'est à ce moment-là qu'il s'est brisé. Ses épaules se sont affaissées. Sa respiration s'est bloquée. Un homme adulte, en train de pleurer sur mon porche. Pas pour moi, mais pour lui-même. Pour la vie qu'il avait ruinée. Pour la femme qu'il aimait. C'était trop tard. Je suis tellement désolé, Margot, a-t-il sangloté. Je suis tellement désolé. Je te crois, ai-je dit. Il a relevé la tête brusquement, l'espoir inondant ses yeux. Mais le pardon, ai-je ajouté, ce n'est pas la même chose que la réconciliation. L'espoir est mort sur le champ. Je te pardonne parce que j'ai besoin d'être en paix, ai-je dit. Pas parce que je veux que tu reviennes. Silence. Le vent a fait bruisser le feuillage. Rocco a aboyé une fois à l'intérieur. Clément a essuyé son visage avec le dos de sa main. C'est donc un adieu, a-t-il chuchoté. Oui, ai-je dit doucement. C'est un adieu. Il a acquiescé, les épaules secouées par des tremblements tandis qu'il se retournait. Il a descendu lentement l'allée de ma maison, le sac de sport glissant sur son épaule, le poids de ses choix se traînant derrière lui comme une ombre. Au bout de la rue, il s'est arrêté, a regardé en arrière une dernière fois, puis a disparu dans la nuit. 1 an plus tard, je ne l'avais jamais revu. Pas une seule fois. Le temps a fait son œuvre, comme toujours. Mon investissement immobilier a prospéré. J'ai obtenu un poste de chef d'équipe au travail. J'ai commencé à faire de la randonnée le week-end. J'ai recommencé à faire des rencontres amoureuses, prudemment, doucement, joyeusement. Ma psy m'a appris la phrase magique avec laquelle je vis désormais, j'ai le droit de choisir ma paix intérieure plutôt que la famille. Mes parents vivaient toujours dans un appartement exigu à la peinture écaillée. Delphine avait décroché un boulot à temps partiel dans un centre d'appel. Clément avait refait surface quelque part dans les Alpes, dans un boulot de bas niveau. Antoine avait fini par se remarier. Avec quelqu'un de gentil. Les enfants étaient heureux. Et moi? J'étais assise sur la terrasse de mon jardin par une douce soirée de printemps, Rocco enroulé à mes côtés, le soleil disparaissant derrière l'horizon de la Provence, peignant le ciel en or et corail. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu? J'ai refusé l'appel. Je l'ai bloqué. J'ai pris une autre gorgée de mon thé glacé et je me suis calé au fond de ma chaise, me sentant pour la première fois de toute ma vie complètement et incroyablement libre. Parce que voici la vérité, les gens oublient. La meilleure des vengeances, ce n'est pas la destruction. C'est de se bâtir une vie si belle, si paisible, si intouchable, que les personnes qui vous ont brisé ne peuvent plus jamais vous atteindre.